Une mère de famille disparaît, et alors que l'enquête sombre peu à peu dans l'oubli, elle sera relancée des décennies plus tard grâce à un podcast qui va défrayer la chronique et choquer un pays tout entier, l'Australie. Aujourd'hui, la triste histoire de Lynette Dawson. Nous sommes en 1982. Lynette Joy Dawson est âgée de 33 ans et elle vit dans la banlieue de Bayview à Sydney en Australie avec son époux Chris Dawson et ses deux filles Chanel 4 ans et Sharon 2 ans. Elle a rencontré son mari au lycée en 1965 à l'âge de 16 ans et c'est 5 ans plus tard, en 1970, qu'ils se sont mariés. Chris était rugbyman professionnel avant de devenir professeur de sport au lycée Cromer à Sydney. Il est décrit comme étant particulièrement charismatique et accro au sport. Il a un frère jumeau nommé Paul, avec qui il a toujours été très proche. Ils faisaient tout ensemble. Ils jouaient au football dans la même équipe, partageaient la même passion pour le mannequinat, et petits, ils avaient même développé leur propre langage, et avaient dû suivre une thérapie pour apprendre à communiquer avec les autres. Ajoutez à cela qu'ils étaient en quelque sorte des célébrités. Ils étaient connus et très populaires dans le nord de Sydney, parce qu'ils étaient tous deux sportifs professionnels. Ils ont même participé en 1975 à un documentaire sur ABC appelé Checkerboard, qui parlait de jumeaux. D'ailleurs, Lynette apparaît dans ce documentaire et parle de sa vie de femme de jumeaux. Elle était décrite comme une mère dévouée, qui aimait profondément ses deux petites filles, et qui était infirmière, une carrière qui matchait parfaitement avec sa nature gentille et le fait qu'elle aimait prendre soin des autres. D'un point de vue extérieur, Chris et Lynette semblaient être un couple heureux, beau, avec une bonne situation et deux magnifiques enfants. Mais Chris et son frère avaient un côté sombre. Ils se servaient de leur emploi de professeur pour avoir des relations avec leurs jeunes élèves. Au début, ils recrutaient de jolies jeunes filles pour garder les enfants de Chris, comme Beth McNally, une élève de Chris âgée de 15 ans, qui était en charge de garder ses deux fillettes. Beth affirme que Lynette faisait tout pour que tout soit parfait, afin de ne pas énerver son époux, car il s'emportait facilement et pouvait devenir violent. Elle avait d'ailleurs assisté à plusieurs scènes de violence conjugale. Une fois, Chris était venu chercher un verre dans le placard, mais quand il s'est rendu compte qu'il était sale, il s'est énervé contre Lynette. Il a attrapé un torchon. Beth a pensé qu'il allait nettoyer le verre, mais au lieu de ça, il l'a enroulé et a violemment frappé sa femme dans le dos. Elle l'a vu une autre fois la battre, et c'était si violent qu'elle en fut si choquée et décida de ne plus jamais revenir chez eux. En 1981, Chris entame une liaison avec Joanne Curtis, son élève de 16 ans. C'est une adolescente à la vie de famille compliquée. Elle est le témoin silencieux des violences conjugales entre son beau-père et sa mère, et elle voit en Chris le héros qui vient la sauver de son quotidien difficile. Elle pensait sincèrement être amoureuse de lui, et Chris, quant à lui, était très attiré par Joanne. Il la demande même en mariage en octobre de cette même année, alors qu'elle terminait sa dernière année de lycée. Et quand les tensions chez elle deviennent trop dures à supporter, Chris l'invite à venir vivre chez lui avec sa famille. Ce qui est loin de plaire à Lynette, quand bien même elle ne sait rien de cette liaison. Certes, c'est une femme généreuse, mais elle avait déjà ses propres problèmes, notamment conjugaux, et ne se sentait pas de gérer un problème en plus, mais elle n'a pas son mot à dire. Et c'est ainsi que Chris et Joanne ont poursuivi leur relation pendant environ 1 mois, avant que Lynette ne s'en rende compte, et sans attendre, elle confronte Joanne, puis la jette dehors. Mais malgré cette trahison, elle ne dit rien à son époux qu'elle aime tant, et elle rejette la faute sur Joanne. Et Chris se moque bien de ses états d'âme, et continue même sa relation avec Joanne. Il l'envoie même vivre chez son frère jumeau qui habite à seulement quelques maisons de chez lui. Et il la fait venir en douce dans sa maison, la nuit ou quand Lynette n'est pas là. Et 2 jours avant Noël, cette même année, Chris abandonne sa famille. Il laisse une note à sa femme, lui disant qu'il la quitte et lui demande de ne pas dépeindre une mauvaise image de lui à ses enfants. Puis il prend la route avec Joanne, direction Queensland, pour commencer une nouvelle vie à deux. Mais Joanne est si stressée par la situation qu'elle en fait des crises d'urticaire. À bien y réfléchir, elle regrette. C'est un homme marié, il est 2 fois plus âgé qu'elle. Elle envisage de le quitter et insiste alors pour rentrer chez elle. À cause de ça, ils font demi-tour.
et Chris est de retour chez lui pour le jour de l'an, mais il le passe avec Joanne, et cela crée beaucoup de tension entre Chris et Lynette. Lynette est bien décidée à sauver son mariage et sauver sa famille, donc elle insiste pour qu'ils aillent consulter un conseiller conjugal. Et même si cela déplaît à Chris, il accepte. Lynette confiera à ses proches que la consultation s'était très bien passée, et tout semblait aller pour le mieux. Les collègues de travail de Lynette affirmeront même avoir aperçu Chris et Lynette se tenir la main quand ils venaient la chercher au travail. Et cela n'était jamais arrivé auparavant. Plus tard, le 8 janvier 1982, alors que Lynette discute avec sa mère au téléphone, cette dernière remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Elle bafouille, cherche ses mots. Sa mère lui demande ce qui ne va pas. Ce à quoi Lynette répond qu'elle sirote un verre que son adorable mari lui a préparé. Et sa mère trouve ça bizarre, car habituellement elle ne boit pas beaucoup. Et Lynette ne le sait pas encore, mais ce qui causera sa perte, c'est de croire qu'elle peut encore sauver son mariage. À la fin de la conversation, mère et fille se mettent d'accord pour se voir le lendemain sur une plage locale. Mais jamais Lynette ne viendra, et plus personne ne la reverra. Lynette a disparu. Et seulement 2 jours après, le 10 janvier, Joanne Curtis s'installe de manière permanente au domicile de Lynette et prend véritablement sa place. Elle dort dans son lit, porte ses vêtements, et Chris va même faire retailler la bague de mariage de Lynette pour qu'elle puisse la porter. Ils vont même jusqu'à dire à ses 2 filles, Chanel et Sharon, que Lynette n'était pas leur véritable mère et que c'était en réalité Joanne, et qu'elle était leur nouvelle mère à présent. À partir de ce jour, le nom de Lynette n'a plus jamais été cité chez les Dawson, comme si elle n'avait jamais existé. Chris encourage Joanne à se comporter en mère aimante avec ses 2 enfants, mais bien au contraire, Joanne est froide comme de la glace avec les fillettes, comme elle l'expliquera elle-même lors d'un interrogatoire de police. He always wanted me to love his 2 children like my own, and I just couldn't. He wanted us to be just a happy little family. Mais à tout juste 16 ans, difficile pour Joanne de jouer la belle-mère aimante. La vie des 2 fillettes avec leur belle-mère était misérable, et c'est dur pour les petites de grandir en pensant que leur mère les a abandonnées. Chanel explique qu'elle n'a aucun souvenir de sa mère, personne n'en parlait, et il n'y avait aucune photo d'elle. Aujourd'hui encore, elle a le cœur serré le jour de la fête des mères. Et 6 semaines après la disparition de Lynette, Chris se décide enfin à aller déclarer sa disparition au commissariat. Et pendant ces 6 semaines, il ment à son entourage, disant que Lynette est toujours là, et personne n'a remis en doute ses paroles, car pour eux c'est un homme bien, et ils ont toute confiance en lui. Il explique aux policiers que Lynette a pris la décision de le quitter pour changer de vie, parce qu'ils avaient des problèmes conjugaux depuis près de 2 ans, à cause des dépenses excessives de Lynette. Il ajoute même qu'il pense qu'elle a volontairement rejoint une organisation religieuse, même si Lynette n'était pas vraiment religieuse et qu'elle n'a même jamais été à l'église. Et il publie même un message dans un journal local qui dit « Lynn, je t'aime, tu nous manques tous, appelle-nous, nous voulons que tu reviennes à la maison ». Et il a même écrit un courrier à la police où il explique qu'il a contacté un maximum de monde pour tenter de retrouver sa femme, alors qu'en réalité, il n'a fait aucun effort pour contacter qui que ce soit ou fait quoi que ce soit pour essayer de la retrouver. Et ni lors de l'interrogatoire, ni dans cette déposition écrite, il ne fait mention de son aventure avec Joanne ou indique qu'elle a emménagé chez lui. Et à cause de ça, aucune enquête n'est lancée. La police ne fait même pas les vérifications de base ou l'effort d'interroger des personnes que Lynn et Chris connaissaient. Ils croient Chris sur parole. La mère de Lynn, Linda, va aussi déclarer la disparition de sa fille cette année-là. Mais aucune enquête n'a réellement été menée, car la police n'avait aucune piste, et Chris n'est pas considéré comme un suspect. Plus tard, Chris dira être toujours en contact avec Lynette, mais qu'elle dit avoir besoin de distance et de temps pour elle. Mais ceux qui connaissaient Lynette trouvent ça bizarre. Elle n'a pris aucune affaire personnelle, aucun argent, mais surtout, elle n'aurait jamais abandonné ses enfants. À y regarder de plus près, vu leurs problèmes conjugaux, il est peu probable pour eux que ce soit avec Chris qu'elle a envie de rester en contact. Quand on lui demandait comment sa femme avait pu quitter leurs enfants et abandonner sa famille, il expliquait que la belle-mère de son frère aîné, Peter, avait quitté sa famille dans les années 50 et disparu pendant plusieurs années,
avant de refaire surface en Nouvelle-Zélande avec une nouvelle identité. L'année suivante, en 1983, Chris Dawson divorce alors de Lynette et épouse aussitôt Joan Curtis. Leur mariage durera 12 ans et ils auront un enfant ensemble. Avec le temps, cette affaire de disparition tombe dans l'oubli et le dossier est même perdu, rien ne bouge, jusqu'en 1999, date à laquelle Joan se présente au commissariat. Elle est divorcée de Chris et a des informations capitales sur l'affaire de la disparition de Lynette. Et c'est ainsi que l'enquête redémarre. Joan explique que son mariage avec Chris Dawson était tumultueux. Chris était devenu de plus en plus colérique et menaçant. Elle avait l'impression de devenir une seconde Lynette. Et elle a eu peur qu'il la tue comme il a tué Lynette. En 1999, la police met Chris et son jumeau Paul sur écoute, sans rien tirer de concluant. Mais en 2000, décision est prise de creuser près de la piscine de l'ancienne maison où avaient vécu les Dawson. Joan affirme qu'il est fort probable que Lynette y soit enterrée. Elle ajoute qu'après avoir déménagé, quand Chris apprit que les nouveaux propriétaires rénovaient le jardin, il leur avait rendu visite pour leur demander où ils creusaient exactement. Et lors des fouilles, la police découvre une importante pièce à conviction. Un vieux cardigan rose qui aurait appartenu à Lynette, et il est lacéré, ce qui fait penser qu'elle a été poignardée à de nombreuses reprises. On pourrait penser que fort de cette découverte, les policiers allaient continuer à creuser le jardin, mais non. Faute de fonds pour cette enquête, les fouilles durent être abandonnées. L'année suivante, en 2001, un examen est réalisé sur le gilet. Et le médecin légiste conclut que vu les lacérations, Lynette est probablement morte. Il suggère, vu le contexte, que Chris soit poursuivi. Mais le directeur des poursuites pénales conclut qu'il n'y a pas assez de preuves pour l'inculper. En février 2003, une nouvelle enquête est menée. Le médecin légiste recommande encore une fois que Chris Dawson soit inculpé, mais une nouvelle fois, le directeur des poursuites pénales refuse, toujours pour la même raison, pas assez de preuves. Et il s'écoulera plusieurs années, jusqu'en 2015, pour qu'une nouvelle enquête concernant la disparition de Lynette soit ouverte, sauf que cette fois, ce n'est pas une enquête pour disparition, mais pour meurtre, et les policiers, les années qui vont suivre, accumuleront de nouvelles preuves dans l'espoir que Chris Dawson soit enfin inculpé, et surtout qu'il y ait assez de preuves et une nouvelle demande d'inculpation est effectuée en avril 2018. Et quasiment au même moment, seulement un mois plus tard, un événement extraordinaire va offrir une couverture médiatique inespérée à ce cas, aussi bien en Australie qu'à l'international. En mai 2018 sort un podcast en 16 parties nommé The Teacher's Pet, la chouchoute du professeur en français, et il traite de la disparition de Lynette Dawson. L'auteur de ce podcast, Thomas Hedley, un journaliste australien, a été révolté que Chris Dawson, un homme qui avait été violent avec sa femme et qui avait une liaison avec une de ses élèves, n'ait pas été inculpé et que le cas soit toujours considéré comme non résolu. Il a décidé qu'il était temps de rendre justice à Lynette et il s'est mis à enquêter sérieusement. Il pense que Lynette Dawson a probablement été assassinée par son époux en 1982 et qu'elle a sûrement été enterrée quelque part dans leur ancienne propriété de Bayview. Le podcast contient d'ailleurs des interviews de nombreuses personnes dont la plupart n'ont jamais été interrogées par la police et il réussit à rassembler suffisamment de preuves circonstancielles laissant penser que Lynette a bien été assassinée par Chris. Ce podcast devient vite viral et est téléchargé plus de 28 millions de fois. Le podcast révèle aussi l'existence d'un réseau pédophile le long des plages du nord de Sydney pendant les années 70 et 80, dont de nombreuses personnes connaissaient l'existence et qui impliquait de nombreux professeurs qui couchaient avec leurs élèves, ce réseau incluant des professeurs de l'école dans laquelle Chris et Paul enseignaient. La police enquête actuellement sur ce réseau, donc difficile d'en dire plus. Résultat, le mois suivant la sortie du podcast, le commissaire de police de New South Wales s'est excusé publiquement pour la mauvaise gestion de l'affaire. Et fin septembre, une nouvelle fouille est réalisée dans le jardin de l'ancienne maison de Bayview. La police creuse plus profond, un espace plus grand et utilise de nouvelles technologies qui n'ont jamais été utilisées précédemment. Malheureusement, après une longue semaine de fouilles, aucune nouvelle preuve n'est retrouvée. Mais malgré ça, en décembre 2018, Chris Dawson, alors âgé de 71 ans,
a été arrêté à Queensland et inculpé pour le meurtre de Lynette. Il a plaidé non coupable et a été libéré sous caution en juin 2019. Son procès est prévu pour 2020. En plus du meurtre de Lynette, il est aussi poursuivi pour avoir eu des relations sexuelles avec une mineure, en l'occurrence Joan Curtis. Espérons que le procès permettra d'apporter plus de réponses à cette affaire. Him until somebody a couple of years ago said, "What is it like sharing a husband?" And to me, it was just. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une autre triste histoire.